Bonjour, chères femmes et chères mamans probablement toujours bien occupées, mais j'espère énergisées par les grands froids qui s'abattent sur le Québec en ce moment. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la charge émotionnelle. En quoi la charge émotionnelle se différencie-t-elle de la charge mentale? Mais avant d'en parler, je me présente, je suis Christine Pagé, docteure en psychologie et psychologue en bureau privé depuis plus de 20 ans. Et j'accompagne les femmes, les mamans débordées et épuisées à alléger leur charge mentale pour mieux profiter de la vie au quotidien. Donc, à travers mon expérience avec des centaines de femmes, j'ai réalisé que souvent, ce sont elles qui portent la charge mentale dans la famille, en plus de la charge du travail. Et j'ai eu envie de pouvoir en aider le plus possible. C'est sûr que je suis limitée en termes d'heures dans mon bureau privé. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des petites capsules vidéo pour aider le plus de femmes possible, mais aussi les hommes, les papas qui parfois portent aussi une charge mentale importante. Alors, revenons à la charge émotionnelle. Alors, la charge mentale, c'est se sentir envahi, submergé par toutes les choses du quotidien auxquelles vous devez penser et dont vous croyez qu'il est de votre responsabilité de le faire. Ça, c'est pour la charge mentale. Alors que la charge émotionnelle, c'est plutôt en lien avec vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, cette manière dont vous avez éduqué dans votre enfance pour prendre sur vous, quel que soit votre environnement et votre milieu social. Donc, la charge émotionnelle, c'est un peu comme la charge mentale, sauf que ça ne désigne pas des choses aussi concrètes que l'entretien du foyer, par exemple, les tâches ménagères, les repas et tout ça. Donc, c'est pas dans l'urgence, ça s'inscrit plutôt sur le long terme jusqu'à en devenir souvent invisible pour l'autre personne dans le couple, par exemple. Alors, tandis que la charge mentale, ça relève davantage d'une question d'organisation, la charge émotionnelle, ça mange surtout une question plus psychologique. Donc, c'est une question de bien-être, d'écoute. C'est aussi cette envie inexplicable de faire plaisir aux autres. La charge émotionnelle est aussi appelée charge affective. C'est la sociologue américaine Harley Russell Hochschild qui a défini cette notion dans les années 80 par l'habitude de se préoccuper du confort émotionnel des autres au détriment du sien. Alors, le poids émotionnel de la relation se trouve alors porté par une seule personne qui est évidemment le plus souvent la femme dans la famille. Lorsque les femmes consacrent trop d'énergie et de temps à anticiper le bien-être psychologique de leurs proches, la charge émotionnelle est alors disproportionnée. Bien sûr, à force de vous investir émotionnellement pour les autres, souvent au détriment de votre propre confort, vous risquez de vous épuiser. Donc, rappelez-vous que vos ressources ne sont pas illimitées et que vous avez, vous aussi, parfois besoin de soutien pour continuer à avancer et à vous sentir bien. La charge émotionnelle peut se décliner dans toutes les sphères, dans tous les domaines, mais on peut l'avoir souvent davantage dans le couple. D'ailleurs, il y a plusieurs femmes qui se sentent responsables du bien-être et du bonheur de leur conjoint et la charge émotionnelle peut se manifester également dans les relations sexuelles. Donc, selon un sondage, en France, 49% des femmes françaises auraient des difficultés à atteindre l'orgasme puisque souvent elles font passer le plaisir de leur partenaire avant le leur. Donc, c'est un exemple pour exprimer ça. Par peur de blesser ou de décevoir, il vous arrive souvent d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Mais prendre sur soi peut avoir des effets dévastateurs sur votre santé mentale et faire fondre votre estime de soi, ce qui peut évidemment devenir un précurseur à des problèmes de santé mentale tels que une forte anxiété ou de la dépression, par exemple. Alors, certains symptômes peuvent vous alerter sur la lourdeur de votre charge émotionnelle, donc qui peut devenir une surcharge émotionnelle, un peu comme avec la charge mentale, l'anxiété croissante, des pleurs fréquents qui s'en va vers la dépression, des troubles du comportement alimentaire, l'irritabilité, des difficultés de concentration et ça peut aller jusqu'à des comportements de plus en plus agressifs dans vos relations familiales et bien sûr une détérioration de l'estime de soi. On tombe dans une espèce de cercle vicieux et plus on est irritable, agressif, on a moins de patience avec les enfants, avec le conjoint et plus notre estime de soi se détériore. Avant de poursuivre avec les astuces et les stratégies pour tenter d'alléger ou de se libérer de la charge émotionnelle, je vous rappelle que si vous pensez que ces capsules vidéo peuvent être utiles à d'autres personnes,
vous pouvez leur partager. Hein. Vous pouvez aussi cliquer j'aime sur ma vidéo si c'est inspirant pour vous ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer aucune des vidéos que je fais de façon hebdomadaire. Vous pouvez également aller vous inscrire sur mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale. Alors, on revient aux astuces et aux stratégies pour se libérer de la charge émotionnelle. Donc, premièrement, apprendre à mieux comprendre et tenir compte de vos fragilités psychologiques et émotionnelles pour éviter de vous oublier, hein, puis de toujours faire passer les besoins des autres avant les vôtres, hein, de façon constante. Donc, oui, parfois, on doit penser aux autres, bien sûr, surtout si on a des enfants, mais il faut aussi parfois faire passer nos besoins avant ceux des autres. Deuxièmement, apprendre à mieux communiquer. Hein, c'est la clé. C'est la clé des relations, mieux communiquer, échanger sur vos sentiments, vos émotions. Ça peut vous permettre d'ouvrir un dialogue avec votre conjoint ou vos proches, là, dépendant hein, avec qui vous avez besoin de le faire. Numéro 3, s'affirmer comme apprendre à dire non et exprimer ses émotions. Hein, ça peut être vraiment libérateur de verbaliser ce que vous accumulez sur votre cœur depuis parfois quelques jours, quelques semaines, parfois même des années, en fait. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à vous affirmer, à mettre vos limites, à dire non. Quatrièmement, ne pas prendre de décision selon vos peurs, hein, selon vos insécurités. Donc, cela, ça peut impliquer de travailler sur vos croyances qui proviennent la plupart du temps de votre éducation puis des modèles parentaux que vous avez eus dans votre enfance, dans votre jeunesse, ce que vous avez observé du rôle de vos parents et de leur relation conjugale entre eux. Cinquièmement, demeurer en accord avec vos valeurs, vos besoins, vos priorités dans la vie. C'est vraiment important d'être en accord avec vous-même quand vous acceptez de dire oui à certaines demandes, à certains projets, par exemple. Et finalement, évitez de vous installer dans un rôle de sauveur avec vos proches. Donc, votre envie de les aider là, à aller mieux, bien, ça peut vous amener à vous oublier puis entraîner la surcharge émotionnelle. Alors, c'est vraiment important de garder à l'esprit que certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, hein, et en fait qu'elles ne le veulent pas, tout simplement. Il y a des gens qui se sentent bien d'une certaine façon dans un rôle de victime parce que c'est confortable pour eux. Ça fait des années qu'elles sont dans ce type de position-là, de rôle de victime, et c'est trop difficile de sortir de cette zone de confort-là, même si ces gens-là ne sont pas heureux. Donc, gardez ça à l'esprit, c'est vraiment important pour pas vous épuiser, vous brûler à tenter de sauver les autres d'une certaine façon. Alors, voilà qui met fin à ma capsule vidéo sur la charge émotionnelle. J'espère que ça vous a été utile et je veux vous rappeler aussi que vous pouvez télécharger mon questionnaire pour évaluer le niveau de votre charge mentale. C'est dans la description du vidéo, là, le lien est là si vous voulez le faire. Maintenant, nous passons au langage de l'amour. Donc, selon Gary Chapman, qui est conseiller conjugal et auteur du livre Au cœur des 5 langages de l'amour, il existe 5 langages de l'amour, soit 5 façons différentes de dire à l'autre que nous l'aimons. C'est donc important de bien connaître votre propre langage d'amour et ensuite, bien sûr, de reconnaître le langage d'amour de votre partenaire. Alors, il sera beaucoup plus facile d'aimer l'autre et de le comprendre, hein, de se sentir aimé, même si l'autre parle un langage d'amour bien différent du vôtre, en connaissant chacun le vôtre. Alors, voici les 5 langages de l'amour. Le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Alors, il y a plusieurs façons de donner des paroles valorisantes. Hein. Vous pouvez donner des compliments, reconnaître les forces de votre partenaire, l'encourager dans ce qui est important pour lui donner de la reconnaissance en le remerciant hein, pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour les choses que vous avez appréciées de sa part. Donc, les mots sont donc très importants dans ce type de langage. Alors, vous pouvez bien sûr les utiliser pour être reconnaissante envers votre conjoint, puis lui manifester votre amour et votre désir pour lui. Le deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Donc, il peut s'agir d'être ensemble, tout simplement, ou de partager des activités communes. Une activité, bien, ça inclut tout ce qui intéresse au moins l'un d'entre vous. Donc, le but ici, c'est de partager un moment ensemble en sentant que vous êtes bien importants l'un pour l'autre.
Une autre façon aussi de parler ce langage de l'amour, c'est d'avoir un dialogue de qualité où vous partagez vos expériences, vos pensées, vos sentiments, vos désirs dans un contexte qui est chaleureux et idéalement ininterrompu. C'est-à-dire sans appareil électronique ou que vous regardez, par exemple, ou dans un contexte où les enfants ne seront pas là pour vous interrompre avec des demandes, hein, soit parce qu'ils sont absents de la maison ou parce que vous êtes à l'extérieur en amour. Donc, un dialogue de qualité, il faut se rappeler que c'est un moment qui est rempli d'écoute empathique et de confidence et qui se déroule, bien sûr, dans la bienveillance. Donc, si un de vous deux favorise ce type de langage, vous pouvez faire une liste d'activités que vous appréciez et planifier un moment à l'agenda de chacun pour le faire ensemble. C'est très important de le planifier à l'agenda parce que sinon, ça passe, le temps passe et finalement, on ne le fait jamais. Maintenant, j'arrive au troisième langage de l'amour qui est les petits et les gros cadeaux. Donc, un exemple, là, c'est évidemment le cadeau physique, le cadeau matériel qui se donne et se reçoit. Donc ici, c'est surtout la qualité qui compte plutôt que la quantité. C'est-à-dire que la personne, elle comprend qu'elle est aimée parce que son partenaire a pris le temps de penser à elle, puis de penser à ce qui pourrait lui faire plaisir, même si c'est un petit cadeau. Donc, le cadeau ici, c'est un symbole, donc il peut même être gratuit, il peut avoir été fabriqué par votre partenaire. Les cadeaux aussi qui sont donnés sans un contexte particulier, donc sans une occasion spéciale comme un anniversaire ou le temps des fêtes, la fête des mères, etc., bien, souvent, ils ont une valeur encore plus grande puisque c'est donné de façon imprévue, en surprise. Alors, si votre conjoint parle ce langage, vous pouvez faire une liste de tous les cadeaux qui pourraient lui faire plaisir et lui en offrir un chaque fois que vous avez envie de lui démontrer votre amour. Au quatrième langage de l'amour, qui est celui des services rendus. Par exemple, faire le café le matin pour l'autre, votre conjoint qui vous fait le repas du soir alors que vous ne vous y attendiez pas, déneiger la voiture, aider avec les tâches ménagères ou s'occuper des enfants. Donc, le service a une valeur encore plus grande quand il est rendu par votre propre initiative ou celle de votre conjoint sans que ça ait été demandé. Alors, si votre partenaire parle ce langage, vous pouvez faire une liste de tous les services ou les demandes d'aide qu'il vous a déjà exprimés au cours des dernières semaines ou des derniers mois, puis en sélectionner une de temps en temps pour lui démontrer combien vous l'aimez. Enfin, le cinquième langage de l'amour, c'est le toucher physique, bien sûr. Se tenir par la main, s'embrasser, se caresser, évidemment, faire l'amour, donner un massage à votre conjoint, se frôler en le croisant à n'importe quel moment dans la maison, se toucher le plus souvent possible. Lui donner un baiser à son retour du travail, regarder la télévision tout collé ensemble en fin de soirée. Alors, ce sont tous des façons de prouver votre amour par le langage du toucher physique. Alors, si votre partenaire parle surtout ce langage, il s'agit simplement de le toucher physiquement à chaque fois que vous voulez lui démontrer votre amour ou votre désir pour lui. Il vous reste maintenant à découvrir votre propre langage de l'amour favori, ainsi que celui de votre conjoint, et de profiter de cette période dédiée aux amoureux pour lui démontrer votre amour selon son langage de l'amour privilégié. Et évidemment, quand on apprend à connaître le langage de l'amour de son partenaire, ça nous permet souvent de se rapprocher de lui et bien sûr, ça peut permettre aussi d'alléger votre charge mentale et de mieux profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien, puisque en se rapprochant, on apprend à se faire plaisir davantage. Et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller télécharger mon petit document sur les 8 outils allège mental. Donc, ce sont des outils qui vous permettent au quotidien d'alléger votre charge mentale et je les ai faits pour que vous puissiez facilement les mettre, par exemple, sur le frigo, les accrocher quelque part où vous pouvez vous y référer rapidement, facilement. Alors, voilà! Je vous souhaite une excellente fin de journée et comme à l'habitude, je vous dis, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Merci de votre écoute et au revoir!